Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Le Talent, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la suite de notre affaire criminelle, ce clown tueur qui a horrifié toute l'Amérique. Mais avant tout, sachez que j'avais écrit cette histoire criminelle en 3 parties de 10 minutes. Mais vu les conditions d'utilisation de TikTok, je suis obligé de les publier en plusieurs sous-parties. Ne soyez pas choqués que vous soyez à la partie 14 lors de la publication et que dans cette vidéo, je vous dis que vous êtes à la partie 2 ou 3. C'est pas bien grave, c'est normal. Let's go! Le 11 décembre 1978, Robert Peace, un adolescent de 15 ans, disparaît devant la pharmacie des Plaines le jour même de son anniversaire. Pendant que sa mère l'attendait ce jour-là, après son travail, pour aller célébrer cet anniversaire-là. La mère ne reverra plus jamais son fils. 3 heures sont passées, la mère n'a toujours pas de nouvelles de son fils. Inquiète, elle décide d'aller alerter la police la plus proche. Et c'est le sergent Joseph Kozenczak qui sera chargé de la disparition de Robert Peace. Très rapidement, comme la procédure l'indique, les premières questions sont posées à la famille. Mais la famille décrira Robert Peace tel un modèle. C'est un gamin respectueux, sérieux, qui a des très bonnes notes en classe et qui travaille de temps en temps dans cette pharmacie des Plaines pour pouvoir acheter une nouvelle voiture. La mère livrera ensuite un témoignage qui bouleversera cette enquête-là. Elle dira que Robert Peace, en fait, ce jour-là de sa disparition, avait rendez-vous avec un homme qui lui avait proposé de lui trouver un boulot stable, un emploi bien rémunéré qui lui permettra de changer sa vie. Au vu de ce témoignage de la famille, le lieutenant Joseph Kozenczak décide d'écarter la thèse de la fugue. Mais à cela s'ajoute aussi le témoignage de plusieurs personnes qui avoueront avoir vu cet homme-là avec Robert Peace le jour même de sa disparition. Il n'y a pas de suspense, l'homme en question, nous le connaissons déjà, c'est notre clown tueur John Wayne Gacy. Le lieutenant Joseph Kozenczak établit rapidement le casier judiciaire de John Wayne Gacy et se rend compte que John Wayne Gacy a été incarcéré en 1968 pour un délit de viol et d'agression sur des mineurs. Et là, ça ne plaît pas au lieutenant Joseph Kozenczak. Il décide enfin de convoquer John Wayne Gacy dans son bureau pour savoir ce qu'il a dit concernant la disparition de Robert Peace. John Wayne Gacy, à sa arrivée, sera très formel. Il dira qu'il n'a rien à voir dans la disparition de Robert Peace. Il ne connaît pas Robert Peace. Il ne l'a jamais vu, même si plusieurs témoins affirment le contraire. L'interrogatoire ne donnera rien. Suite à cela, le lieutenant Joseph Kozenczak obtiendra un mandat de perquisition du domicile de Gacy situé au 8213 Summertide Avenue Norwood Peak. Arrivé au domicile de Gacy, il découvre un pavillon très propre, ordonné, rempli de plantes vertes, mais aussi inondé d'images de clowns sur toute la surface murale. Dans le salon de Gacy, il découvre un tapis maculé d'une tache à ce qui semble être du sang. Cette découverte mettra la puce dans l'oreille des enquêteurs. Ils diront qu'ils ont déjà leur coupable. Mais ça ne suffit pas pour inculper Gacy. Suite à la perquisition, ils découvrent dans une boîte à bijoux 2 permis appartenant à 2 jeunes hommes, mais aussi un anneau sur lequel est gravé l'initiale JAS qui sera très important pour la suite de l'enquête. Il découvre aussi dans plusieurs boîtes des médicaments forts, de la drogue, une paire de minox, un pistolet italien de calibre 6 mm. Il découvre aussi une pellicule photo appartenant à la petite amie de Robert. Ce qui sous-entend déjà que Gacy et Robert se connaissent, se sont peut-être même vus. Il découvre à la suite des vêtements d'adolescents. Toutes ces perquisitions-là ne permettent pas d'arrêter Gacy pour l'instant, alors ils sont très rapidement envoyés au labo pour être analysés. Toutefois, le lieutenant Joseph Kozenczak décide de mettre Gacy sous surveillance et John Wayne Gacy en avait très marre d'être constamment surveillé par 2 flics du coin qui l'empêchent de vivre sa vie de tueur en série. Une semaine après la disparition de Robert Peace, Gacy, très nerveux, perd carrément son sang-froid, consomme régulièrement de l'alcool. Et Gacy, pour prouver son innocence,
mais aussi sa bonne foi, décide un jour d'inviter ces deux flics dans sa maison pour boire un café et discuter tranquillement. Pourquoi pas? Très gentil Gacy. Il fera l'erreur ultime de sa vie. L'un des deux flics, l'agent Schools, au vu de son expérience, quand il entrera dans la maison, il va sentir une odeur nauséabonde qui empeste dans toute la pièce. Et cette odeur-là, l'agent Schools la connaît. Ça sent la chair pourrie de cadavres en décomposition. Pourquoi une semaine auparavant, lors de la perquisition, cette odeur n'a pas été sentie par le lieutenant Joseph Kozenzak? Tout simplement parce que le jour de la perquisition, il a fait très froid, alors cette odeur était camouflée. Très rapidement, l'agent Schultz prévient son supérieur, le lieutenant Joseph Kozenzak, et entre-temps, les éléments de la perquisition qui ont été envoyés au labo pour être analysés reviennent. À partir de là, tout va s'enchaîner pour Gacy. Il n'aura même pas le temps d'anticiper quelque chose. Il y a de quoi l'inculper. Vous vous souvenez de l'anneau sur lequel était gravé l'initiale JAS? En fait, il en ressort après analyse que cet anneau-là appartient à John Zwick. Mais ce n'est pas tout. La télévision aussi de Gacy appartient à John Zwick. Il en ressort après analyse que le numéro série de la télé a été retrouvé sur un ticket de paiement de John Zwick. 3 des employés de Gacy ont disparu suite à un rendez-vous avec lui. Ce n'est pas tout. L'ADN va enfin parler. Dans le coffre de la voiture de Gacy, on peut retrouver les cheveux de Robert Peace. Officiellement, John Wayne Gacy sera arrêté le 21 décembre 1978. La police le ramènera chez lui et l'informera qu'ils vont fouiller toute la maison jusqu'à ce qu'un corps puisse être retrouvé. Même s'il faudra retourner à la maison. Gacy prit peur et décide d'avouer. Il dit cela. J'ai enterré un homme dans le sous-sol dans mon garage. C'est mon amant. Je le tuais en légitime défense. L'enquête pouvait s'arrêter là, fouiller juste le sous-sol du garage et moi, je n'allais plus pouvoir faire de vidéo. Mais non. Au vu du profil du tueur et de tout ce qu'on découvre chez lui, les enquêteurs refusent de le croire. Commence en premier à retirer le tapis dans le salon maculé d'une tache de sang. En dessous, il découvre une trappe dissimulée dans un placard qui donne directement sur son vide sanitaire. En ouvrant la trappe, les enquêteurs découvriront une mare de boue sombre assez répugnant et l'un des techniciens de la police descendra dans le vide sanitaire. Il passera le premier coup de pelle et verra à la surface des asticots, mais aussi une substance graisseuse qui semble être de l'adipocire. En fait, l'adipocire est une matière qui est produite par la chair en décomposition. Ce n'est pas Robert Peace, ça fait à peine une semaine qu'il a disparu. Après plusieurs coups de pelle, le technicien fera un bras, une jambe, mais aussi un torse humain appartenant à une personne qui est morte il y a plus de 12 mois. Sous le choc, il relâche la pelle et dira ceci. Je crois que cet endroit est rempli de gamins. Faites venir une équipe de fouilles. Dès lors débute l'affaire John Wayne Gacy. La fouille va durer